Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Isabelle Marchandier. Les statistiques économiques se suivent et, à défaut d'être toujours réjouissantes, sont parfois surprenantes. Hier, les chiffres du chômage du premier trimestre étaient annoncés avec un tweet triomphant d'Elisabeth Borne, je cite: « Avec une baisse de près de 165 000 entre janvier et mars, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité continue de baisser fortement au premier trimestre. Notre objectif des 5 prochaines années est clair, cap sur le plein emploi. » Aujourd'hui, c'est la croissance qui est annoncée, une croissance zéro, même exactement de moins 0,05%, accompagnée d'une baisse de la consommation des ménages et d'une hausse de l'inflation à 4,8%. Et le rapprochement des deux chiffres pose question, car avec les gains de productivité, il faut environ 1,5% de croissance pour que le chômage baisse. Les choses s'expliquent peut-être. On écoute Philippe Martinez, le patron de la CGT, sur RTL. Ce qu'on oublie de dire, c'est que 40%, à cause de la réforme de l'assurance chômage, le nombre de radiés en un an de l'assurance chômage de Pôle emploi a augmenté de 41%. C'est sûr qu'en dégageant les chômeurs des statistiques, le chômage baisse. D'où notre premier débat, croissance nulle, hausse de l'inflation, la baisse du chômage est-elle crédible? Et vous êtes 96,9% à dire non. Avec nous, quelqu'un qu'on retrouve toujours avec un immense plaisir. Pascal Delima, chef économiste chez Harwell Management et auteur du livre Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Bonsoir Pascal Delima. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. On dit tous les jours qu'il faut environ 1,5 point de croissance pour que le chômage baisse. À zéro, on en est loin. Cette baisse est-elle crédible? Oui, alors bon, c'est un petit peu comme d'habitude, hein. Il y a des chiffres, encore une fois, qui ont l'air d'attester d'une forte baisse du chômage. Alors on pourrait penser aussi à un fort élan de la reprise qu'il y a eu juste avant, la guerre en Ukraine, juste avant bien sûr, et donc on serait encore potentiellement dans cette phase-là de gains positifs pour l'économie au niveau de l'emploi. On pense aussi beaucoup au quoi qu'il en coûte et on se dit bah voilà, c'est super de toute façon. Et donc ça rebooste le moral d'un peu tout le monde. Non, plus sérieusement, moi je crois que il n'y a pas de croissance d'abord premièrement, donc c'est pas crédible évidemment. Déjà parfois quand il y a de la croissance, il n'y a pas d'emploi. Donc là cette fois-ci il n'y en a pas. Pourquoi il faudrait-il qu'il y ait de l'emploi? C'est un peu bizarre. Et donc il y a ensuite une grosse inflation qui grève le pouvoir d'achat, en particulier des classes moyennes. La plus haute depuis 1985 fragile. a priori comme inflation. Tout à fait. Il y a le moral des ménages également qui est pas très bon. Il y a la guerre en Ukraine. Bon, bref, il faut expliquer tout ça, évidemment. Et c'est l'explication qui apporte peut-être une réponse à cette contradiction. C'est que l'explication, c'est le gros mot des économistes qu'on appelle la stagflation, sauf que c'est une stagflation aujourd'hui qui est un tout petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de décrire pour les années 70. Alors la stagflation, c'est une situation on a connu lors de la crise pétrolière des années 70, mais il y a une grande nuance par rapport à aujourd'hui. À l'époque, il y avait forte inflation, faible croissance, mais il y avait un chômage très élevé parce que ça tapait sur le coût des entreprises. C'est-à-dire que c'est une stagflation de l'offre. C'est une stagflation qui arbitrait sur le coût des entreprises. Et donc, ce sont les entreprises qui prenaient de plein fouet la situation. Aujourd'hui, on a une stagflation de la demande. Alors, je ne sais pas si ça existe, ce terme, mais c'est une stagflation où c'est le pouvoir d'achat qui est grévé, où ce sont les ménages qui prennent de plein fouet la crise. Et donc, en fait, c'est tout à fait compatible avec une baisse de l'emploi parce que c'est une stagflation de la précarité côté demande. C'est une stagflation de la précarité, en fait. Philippe Bilger. Alors, Pascal, je compte toujours sur vous pour rendre limpide ce qui est complexe, mais comment dire, en restant sérieux pour une fois de ma part, entre la partialité syndicale d'un Martinez et ma propre ignorance, même si je suis très curieux de ceux qui connaissent bien la chose économique, est-ce qu'on peut tout de même considérer que ce qui se passe en ce moment, sorti des mots de stagflation, peut, comment dirais-je, refléter une pratique politique et sociale honnête, ou est-ce qu'il y a forcément derrière une sorte de fraude démocratique et technique? Pascal Delima.
Et en fait, bien sûr qu'il y a dans les chiffres toujours cette volonté quand même de pouvoir les présenter de la meilleure façon, hein. Comme l'a dit M. Martinez avant, c'est sûr que lorsqu'on reclasse un tout petit peu les normes statistiques, on peut arriver à des résultats favorables. Maintenant, il faut quand même être sacrément fort pour pouvoir convaincre tout le monde que les choses vont bien sur le front de l'emploi, hein. Il suffit de parler avec les gens dans la rue, il suffit de parler avec tout le monde, il suffit de savoir que, en réalité, il y a une forte situation de précarité. Et donc, c'est toujours la confrontation entre une volonté démocratique et politique dans lequel s'imbrique de plus en plus aujourd'hui la statistique et la réalité quotidienne des Français qui est extrêmement à l'écart de tout cela. Mais c'est par ailleurs très dommage parce que finalement dans la réalité même des Français, il y a peut-être des solutions locales, peut-être des solutions, je pense à la formation, je pense à diplôme à l'université, aux métiers de demain, je pense aux innovations, des choses très concrètes qui concernent directement les gens dans leur bureau, dans leur pratique, dans leur relation au logiciel qui pourraient être faits pour créer des emplois. Là, ce n'est pas le cas, c'est l'étendue même de la précarité qui est la réalité, qui est tout à fait compatible avec une amélioration de l'emploi, je le répète. Et puis en haut, on va dire des communications qui tentent un petit peu d'essayer de faire passer la pilule d'une façon ou d'une autre. Céline Pina. Oui, moi je m'étonnais des chiffres également parce que on voit quand même qu'on a un fort ralentissement de la demande dont vous parliez. Oui. Et la question c'est en général une activité élevée donc qui nécessite du coup qui fait baisser le chômage, ça nécessite aussi une demande élevée. Et même quand on a une demande élevée, encore faut-il qu'on ait une production nationale apte à y répondre parce que sinon ce que ça donne c'est plutôt une augmentation des importations, donc un déficit commercial important. Or nous, on a en plus comme facteur qui n'aide pas le fait qu'on est dans un pays désindustrialisé et qu'on a déjà d'ailleurs une balance commerciale qui est un petit peu compliquée à gérer. Moins 85 milliards l'an dernier, on en prévoit 100 cette année. Hein. Donc on a l'impression en fait quand on regarde les différents chiffres que les choses ne sont pas cohérentes et c'est extrêmement perturbant au-delà du fait également qu'il me semble que quand on parle de baisse du chômage on parle plus de CDI donc d'un emploi pérenne mais on parle de beaucoup de CDD, je crois qu'on est à plus de 80, on doit être autour de 85% et qu'en plus dans ces CDD il y en a une grande partie qui sont des CDD de très courte durée. D'ailleurs donc, le chômage de catégorie B a augmenté, lui, de 2,2%. Voilà, donc on se demande un petit peu, quand on prend tous ces chiffres, si et qu'on entend un discours sur le plein emploi, on a quand même l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des imbéciles, voire qu'on nous manipule, mais qu'en plus on ne se soucie même pas d'habiller correctement la manipulation. Pascal Delima. Ce qui m'embête, en fait, ce qui m'embête le plus, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que pourtant, il suffisait très simplement de prendre conscience de cette réalité qu'il y a de la précarité aujourd'hui, en particulier sur ce qu'on appelle les métiers les moins rémunérés, les moins qualifiés évidemment, et que c'est le développement des CDD, que c'est de la précarité, que même si on est recruté aujourd'hui en CDI, on peut avoir un bac plus 5 à 2000 € ou à 1000 € par mois. C'est arrivé à l'un de mes amis il n'y a pas très longtemps qui voulait sortir d'une situation de chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est quand même extrêmement préoccupant de voir que le développement de la précarité est tout à fait compatible avec une amélioration des chiffres macroéconomiques sur le front du chômage et que pourtant, il y aurait des choses à faire pour améliorer la situation sur le marché de l'emploi en acceptant de plein fouet en face la réalité qu'il y a un développement de la précarité et donc il faut améliorer les salaires par la requalification, par les métiers de demain, par faire qu'un comptable deviendra expert comptable utilisant l'intelligence artificielle. J'aime bien cet exemple parce que j'ai aussi des collègues qui ont amélioré leurs revenus par leur formation et qu'il y a aujourd'hui une sorte également de downgrading, de baisse de la qualité des emplois dont on ne parle pas. Parfois même bien rémunérés, il y a une baisse de la qualité des emplois. Et donc tout cela est quelque chose qu'on pourrait facilement adresser si l'on regardait en face la réalité. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer effectivement de prendre les chiffres officiels. Alors, je ne veux pas faire que critiquer les chiffres officiels. Malheureusement, c'est un travail difficile aussi, la recherche. Mais là où il y a quelque chose qui m'embête, c'est qu'effectivement, lorsqu'on sort comme ça d'une catégorie à une autre, des chômeurs qu'on réintègre en fonction de leur temps de travail dans d'autres catégories pour rendre les chiffres un peu plus favorables, c'est pas tant que les chiffres, je dirais, sont inutiles, mais c'est qu'ils ne reflètent plus
une réalité. Ils sont utiles, mais il faut savoir maîtriser leurs limites. Mais de plus, ils ne reflètent plus réellement la réalité depuis, à mon avis, une bonne décennie sur le fond de l'emploi. C'est Isabelle Marchandier. Oui, alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a un ressenti comme on parle de ressenti du froid ou le sentiment d'insécurité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un ressenti de baisse de chômage? Parce que là, on a l'impression que c'est le miroir, donc c'est un mirage, cette baisse du chômage, à vous Bien entendre, sûr. et parce que les causes sont structurelles, ce que disait Céline fort justement, on vit dans un pays désindustrialisé, on a, alors je vais aggraver mon cas aux yeux de Philippe Bilger, mais c'est vrai que la Startup Nation, on a 5 licornes, Blablacar, Deliveroo et OVH et je ne sais plus lesquels, alors qu'il y a la Chine en a 125. Enfin, je veux dire, on a un président qui est plutôt un président d'EHPAD, puisque les retraités ont majoritairement voté pour lui, et il a nécessité de solder nos industries, Lafarge, Alstom, toutes ces grandes industries qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse et qui permettent d'embaucher. Et là, on force est de constater que tous les problèmes qu'on connaît pourtant, le coût du travail, il faut le baisser pour pouvoir embaucher, tous les problèmes de formation, il y a une inadéquation. D'ailleurs, les chefs d'entreprise sont très ennuyés à l'heure actuelle puisqu'ils n'arrivent pas à embaucher. Il y a une inadéquation entre les profils qui postulent et puis leurs besoins réels. Et la preuve en est, c'est que les prévisions d'emploi sont malheureusement assez sombres. Dans le Figaro d'hier, je crois qu'il y a une stagnation de l'embauche des cadres à prévoir, notamment dans l'industrie où là, il y a une baisse flagrante des embauches qui vont nous tomber dessus. Et avec la guerre en Ukraine, évidemment, c'est un contexte qui est quand même très difficile. Et le pouvoir d'achat, avec l'inflation de 4,5%, effectivement. 4,8%. Les ménages vont pas consommer, donc la production va stagner. Et c'est un peu le bilan est assez sombre. Donc puis le satisfecit du gouvernement, à chaque fois, ils nous font le coup. Un peu de modestie. Céline Pina. Non, pas Céline Pina, Pascal Delima, avant que Philippe Bilger qualifie pour la seconde fois Isabelle Marchandier de Fouquier-Tinville. Non. Pascal Delima. Oui. Non, mais j'ai dit oui pour les questions structurelles, en tout cas sur l'emploi. Il y a une première question qui est vraie, c'est quand on dit qu'il y a 7,3 ou 7,4% de chômage, en réalité, c'est quand même 7,3 et 7,4. Et c'est dans ces 7,3 ou 7,4 chômage qu'on trouve ces problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Et c'est là qu'on retrouve toutes les problématiques des employeurs qui ne trouvent pas les bonnes qualifications, qui ne trouvent pas parfois les bonnes motivations. C'est ce qu'on appelle un chômage structurel. En fait, il est en dessous de ces 7,3, 7,4. C'est ce qui explique ce montant-là. Et on dit qu'un plein emploi est aux alentours de 5, 5,5, d'ailleurs plutôt pour les pays anglo-saxons, aux pays du nord de l'Europe, et un tout petit peu plus pour la France. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'on se rapproche un peu du plein emploi, mais il y aura toujours un niveau structurel de problème d'adéquation. Ça, c'est une première chose. Sur la Startup Nation, et elle est très liée à ce qu'on vient de dire, c'est qu'en réalité, on voit lorsque Emmanuel Macron propose un métaverse européen, enfin, cette espèce de monde 3D fondé sur des technologies du futur, on voit qu'on ne parle pas du tout des métiers de demain, qu'on ne parle pas du pouvoir d'achat en face des métiers de demain. On voit qu'il s'agit en réalité uniquement d'une catégorie sociale extrêmement élite finalement de la technologie. Et on voit très très bien que même si on arrive à plusieurs licornes, il y aura des top boulots, des top jobs en haut, très 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 bien rémunérés. Et puis on va continuer avec l'automatisation et le chômage technologique et la précarité sur les fonctions les moins rémunérées. Donc ça, c'est le deuxième problème. Donc là, il faudrait encore une fois affronter le problème de plein fouet en face et de dire comment est-ce qu'on peut faire que les personnes puissent créer de la valeur, puissent enrichir leur métier, comme cet exemple du comptable traditionnel qui devient expert comptable avec l'intelligence artificielle. Et là, on retrouve moins de problèmes de chômage technologique. Donc c'est vraiment un problème de vision d'avenir, en fait, et de prendre aux choses de façon très concrète. Mais je voulais poser une question à Pascal Delima. On a quand même un paradigme en France qu'il n'y a pas dans d'autres pays, c'est le nombre de personnes au RSA. Et quand on voit que les personnes au RSA ne sont pas comptabilisés dans les chômeurs, ça pose quand même question, alors que c'est les chômeurs depuis le plus longtemps. Est-ce que c'est pas quand même aberrant de faire les comptages des chômeurs sans les personnes au RSA? Bah oui, c'est tout à fait aberrant. Ça évite encore de parler de la précarité, comme d'habitude. Le pire, c'est la précarité. Il n'y a rien de pire que de la précarité. Il n'y a rien de pire que des boulots dont la qualité baisse.
Et c'est un ressenti. Le ressenti sur le marché du travail, il est le même que le ressenti sur le pouvoir d'achat. Il n'est jamais en cohérence avec la macroéconomie. Il est même sur le ressenti de plein de choses dans la vie, finalement. Et là, c'est vrai que sur la question de l'emploi, c'est pas bon. Et il est évident que parler de RSA aussi, ça limite la conversation, ça limite le débat sur qu'est-ce qu'on va proposer pour sortir du RSA, qui sont en fait les métiers de demain, qui sont le monde du futur, et le monde du futur, c'est pas la science-fiction, c'est pas les métavers, c'est pas la Startup Nation, c'est vraiment comme dans le domaine médical, c'est d'utiliser les technologies pour tous et de proposer des jobs qui soient compatibles avec des métiers traditionnels. Et ça, c'est vraiment une question qui est en général adressée par quelques chercheurs comme Jeremy Rifkin, qui est pour moi une référence, mais ils sont déclinés un petit peu parfois aussi aux États-Unis, mais beaucoup moins en France, où on continue avec des outils traditionnels des années 80. Philippe Billiger veut dire un mot. Je voudrais de nouveau un petit peu intellectuellement titiller Pascal. C'est-à-dire, est-ce que au fond, des chiffres peuvent complètement occulter la substance d'une réalité? Et d'autre part, est-ce qu'il faut aussi s'interroger sur la déontologie des commentateurs qui ont une idéologie eux-mêmes et qui ont tendance à considérer que les chiffres sont biaisés? Est-ce qu'il n'y a pas un problème du point de vue lucidité intellectuelle, Pascal? Moi, je voudrais défendre les chercheurs. Je trouve que le problème des chiffres, c'est qu'il y a toujours une méthode derrière, évidemment. Comme lorsqu'on produit une voiture, il y a des méthodes. Comme lorsqu'on produit toute chose, il y a des processus opérationnels. Il y a des systèmes d'information dans la statistique. Il y a une recherche, il y a des méthodes, il y a des hypothèses qui sont fortes, qu'en général maîtrisent les chercheurs. C'est qu'après, quand on passe dans la sphère plus de communication publique, on va chercher des données qui vont rassurer et qui vont montrer un monde meilleur qui n'est pas la réalité, mais que les chercheurs maîtrisent. Un chercheur peut très bien vous dire en statistique, je sais très bien que ce que vous dites est vrai, je sais très bien, je l'ai dit, je l'ai écrit, etc. Sauf que le chiffre qui est récupéré, on va lui faire dire un petit peu tout ce qu'on veut, et puis on va pas parler des hypothèses qu'il y a derrière, qui sont des hypothèses elles-mêmes maîtrisées souvent par des chercheurs. Donc c'est une utilisation des données à des fins de communication, d'habillage. Et là, on est plus dans le domaine parfois du politique. Encore, je pense que certains, quand même, heureusement, savent ces choses-là. Mais voilà, il y a ce problème de comment faire de la pédagogie autour de méthodes statistiques pour que les gens comprennent vraiment ce qui se cache derrière une donnée. C'est pas aussi facile non plus, si vous voulez. Il nous reste très peu de temps. Un mot rapide de Céline Pina et d'Isabelle Marchandier. Après, je pense qu'il y a des limites politiques à l'instrumentalisation de la statistique. C'est justement, d'ailleurs, comme vous l'avez très très bien dit, c'est quand les chiffres ne reflètent plus la réalité. Oui. À ce moment-là, la parole politique devient manipulatrice, elle se décrédibilise complètement et surtout, elle n'est plus performatrice, c'est-à-dire qu'elle ne permet plus de susciter l'adhésion et de créer en fait une forme d'union qui permet les engagements collectifs et qui permet vraiment d'être actif pour créer l'avenir. Et je crois malheureusement qu'on en est là. Et entendre dans la période qu'on vit et quand on voit les inquiétudes qui agitent les Français, Elisabeth Borne sautiller comme un cabri en disant plein emploi, c'est extrêmement agaçant. Ça rappelle le général de Gaulle avec l'Europe. Isabelle Marchandier, le mot de la fin. Non, c'était plutôt une interrogation. Donc en fait, il faudrait, puisqu'on n'a pas le bon thermomètre pour bien évaluer le pourcentage de chômage dans notre pays, puisqu'on ne prend pas en compte les gens qui sont en fin de droit, ils ne sont pas répertoriés. Absolument, mais ni les gens au RSA, ce que j'ai dit. Donc c'est ça, en fait, le thermomètre est cassé, en fait. Donc on a un taux de chômage le plus élevé en Europe. Oui. Même les travailleurs indépendants, c'est-à-dire quand parfois vous arrivez un petit peu au bout du chômage, pour pas vous compter en chômeur longue durée, on vous fait basculer dans les travailleurs indépendants, y compris si vous faites zéro, parce qu'en fait vous n'avez pas de projet d'entreprise. Mais voilà, mais donc c'est une manipulation. Et moi je voulais aussi rebondir juste un petit mot sur la précarisation de la vie ça se voit. Enfin les gens, il y a une partie de la population qui ne cesse de dire qu'ils vivent moins bien que leurs parents. Ça c'est certain. Et ça se voit dans les rapports de Jérôme Fourquet. Pour conclure le débat, je citerai Winston Churchill. Je ne crois aux statistiques que lorsque
que je l'ai moi-même falsifié. Merci beaucoup Pascal Delima, chef économiste chez Harwell Management et auteur d'un excellent livre, Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Verdict sur Twitter, vous êtes 97,2% à penser que la baisse du chômage n'est pas crédible. Tout de suite, on trouve Philippe Rossi pour la chronique présidentielle.